Quand on a un diagnostic de cancer et qu'effectivement on va éventuellement avoir besoin d'un arrêt de travail, la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a effectivement pas d'obligation d'informer l'employeur de la pathologie. Donc nous, on a régulièrement des appels au sein de la permanence de Jury Santé où il y a des patients qui nous appellent parce qu'ils s'interrogent, est-ce que je dois avertir l'employeur que j'ai un cancer ou est-ce que ou pas finalement. Alors je dirais que c'est une décision que le salarié ou l'employé peut prendre en fonction du lieu où il travaille. Si c'est un lieu plutôt bienveillant et où il sait qu'il sera bien accueilli, effectivement informer l'employeur de la pathologie elle-même, ça peut effectivement faciliter un certain nombre de choses. Mais on peut aussi informer l'employeur qu'on va avoir un arrêt de travail long sans nécessairement dévoiler la pathologie. Et ça aussi, ça favorise le maintien des bonnes relations avec l'employeur. Pourquoi ? Tout simplement, c'est qu'à partir du moment, même si on n'informe pas l'employeur de la pathologie, mais du fait qu'on va être arrêté pendant un certain temps et qu'on sait que ça va être par exemple au moins 6 mois ou au moins 9 mois, eh bien si on le sait d'emblée, parce que dans certains cancers on sait que ça peut être comme ça, à ce moment-là ça permet à l'employeur de s'organiser et d'avoir moins de répercussions sur l'activité de l'entreprise. Donc ça c'est toujours bienvenu de la part des employeurs, mais ça n'est en aucun cas une obligation légale. Donc du coup, c'est vraiment à chaque personne de se poser la question en fonction des relations qu'elle a au niveau de son travail, qui peuvent être complètement différentes d'une entreprise à l'autre. Si on sait que dans son entreprise, il y a une autre personne qui a eu un cancer, que tout a été fait pour favoriser le maintien des relations pendant l'arrêt maladie, que la reprise a été facilitée, qu'on a accepté facilement un temps partiel thérapeutique, qu'on a accepté les aménagements de travail, etc., on peut présupposer qu'on est plutôt dans quelque chose de bienveillant et à ce moment-là, effectivement, on peut le dire. La recommandation que moi je fais en tout cas, c'est si on sait qu'on part sur un arrêt long, c'est pas nécessairement de d'annoncer la pathologie à l'employeur, mais plutôt de l'informer que l'arrêt de travail risque de se prolonger de manière à ce qu'il puisse mettre en place une organisation pour l'entreprise. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand vous travaillez et que vous avez des soins, en fait, il y a des autorisations d'absence pour soins qui sont de droit à partir du moment où vous avez une affection de longue durée. Donc effectivement, tout le monde ne le sait pas. Parce que vous pouvez reprendre le travail, que ce soit en temps partiel thérapeutique ou que ce soit à temps plein. Vous avez même des personnes aujourd'hui qui, avec certains traitements, continuent à travailler et s'aménagent effectivement la possibilité, avec ces autorisations d'absence pour soins, de pouvoir avoir... Alors ça concerne beaucoup les soins infirmiers, les soins de kinésithérapie, etc., puisque ça facilite l'organisation de ces patientes qui peuvent effectivement obtenir une autorisation d'absence pour soins. Là aussi, on n'a pas à spécifier les soins, mais l'employeur peut légitimement demander un certificat médical qui atteste que la patiente a effectivement besoin de s'absenter pour des soins. Donc ça, c'est également quelque chose d'important à savoir parce que c'est des questions qui sont de plus en plus posées. Donc c'est bien sûr en dehors des arrêts de travail, parce que si un arrêt de travail qui est fait pour la journée parce qu'il y a une journée à l'hôpital, là on a un arrêt de travail et cette question-là ne se pose pas. Mais les autorisations d'absence pour soins, ça peut être pour se rendre à une visite médicale, ça peut être pour se rendre, comme je l'ai dit, chez un infirmier, une infirmière ou un kinésithérapeute par exemple. Donc troisième question qui est souvent posée aussi au niveau de la permanence et que vous n'avez pas, vous l'avez abordé mais en demi-teinte, c'est le maintien de salaire et l'existence éventuelle d'une prévoyance. Parce que selon les droits dans le cadre d'un arrêt de travail, selon les droits de la patiente à des indemnités journalières de la sécurité sociale, et selon son ancienneté dans l'entreprise, on va avoir ou non un maintien de salaire. Je m'explique. Quelqu'un, et ça arrive, quelqu'un qui s'est arrêté de travailler, chez les femmes notamment on le rencontre, qui a arrêté son occupation professionnelle parce qu'elle s'est occupée de ses enfants et malheureusement elle reprend une activité professionnelle et dans les 2 premiers mois de la reprise d'activité professionnelle, on lui annonce un cancer. Malheureusement, elle n'a pas de droit ouvert aux indemnités journalières de la sécurité sociale. Alors, si on va un peu plus loin, qu'elle a travaillé au moins 3 mois, on va avoir une ouverture de droit mais limitée à 6 mois. Donc vous voyez, il y a vraiment un impact en fonction là, de la situation singulière de la personne.
selon qu'elle a une ancienneté dans l'entreprise, elle n'a pas d'ancienneté dans l'entreprise, elle a travaillé depuis plusieurs années, depuis 1 an, depuis 6 mois, depuis 3 mois. On va avoir des règles qui s'appliquent, qui font que dans certains cas, l'arrêt de travail, c'est l'entrée dans la précarité. Alors je sais que c'est un mot fort, mais pour certaines patientes, malheureusement, l'arrêt de travail, c'est effectivement une entrée dans la précarité. Parce que quand on n'a pas de maintien de salaire, qu'on n'a pas de prévoyance, eh bien et si on a droit effectivement aux indemnités journalières de la sécurité sociale, néanmoins, on baisse son revenu de 50%. Donc 50%, ça veut dire des différences au niveau des difficultés pour remplir le frigo, pour payer l'école des enfants éventuellement. Enfin, ça impacte quand même beaucoup de choses. Lorsqu'il y a une prévoyance, et à savoir que la prévoyance à ce jour n'est toujours pas obligatoire en France pour toutes les entreprises, certaines entreprises sont obligées d'en avoir parce qu'il y a une convention collective qui le précise, ou il y a un accord de branche qui le prévoit, mais ce n'est pas encore une obligation qui est généralisée à toutes les entreprises. Donc la vraie solution, c'est la prévoyance. Lorsqu'il y a une prévoyance, ça permet à la personne d'avoir l'assurance d'un maintien de salaire à hauteur de la prévoyance, sachant que les prévoyances couvrent entre 40% et 100% du salaire. Donc là aussi, il faut aller regarder les contrats et la situation singulière de chaque personne, même si après elle est rattachée à un collectif. Donc ce qu'il faut savoir aussi, parce qu'il y a de plus en plus de questions sur ces sujets-là, c'est on commence à avoir des patientes, par exemple, qui, au décours de leur traitement contre le cancer, elles ont découvert lors des soins de support des ateliers cuisine, des ateliers d'art-thérapie. Il y a plein d'ateliers qui sont dorénavant proposés avec une grande richesse et différents selon les territoires, bien sûr. Et dans le cadre de ces ateliers, en fait, il y a des patientes qui se prennent de passion pour une activité. Et donc nous, on a eu l'année dernière beaucoup de patientes qui nous ont appelées. L'une voulait, elle s'était prise de passion pour faire des confitures, par exemple. Et du coup, à tel point qu'elle faisait des confitures apparemment qui étaient vraiment exceptionnelles. Et tout le monde autour d'elle a commencé à lui dire « mais il faut que tu les vendes ». Et effectivement, elle les a fait tester à certaines personnes qui lui ont dit, qui étaient prêts des traiteurs qui étaient prêts à lui acheter ses confitures, des personnes sur les marchés qui étaient prêts à les mettre en vente, à lui dédier une place pour la vente de ses confitures. Et de ce fait-là, vous vendez quelque chose, il faut qu'on puisse vous payer. Donc, et si vous vendez effectivement si vous vendez comme ça 2-3 pots de confiture à une amie, elle va vous donner, 20-30 euros de la main à la main, ça ne posera pas de problème. Mais à partir du moment où vous en faites une activité professionnelle, en principe, vous la faites sous un statut. Donc, du coup, on a énormément de personnes cette année qui nous ont appelés parce qu'ils étaient persuadés qu'ils pouvaient cumuler les indemnités journalières de la sécurité sociale avec une activité d'auto-entrepreneur. Or non, ça n'est pas possible. Quand vous êtes en indemnité journalière, quand vous percevez des indemnités journalières de la sécurité sociale, vous ne pouvez pas cumuler ça, ni avec une inscription à Pôle emploi, ni avec des activités que vous monteriez dans le cadre d'un statut d'auto-entreprise. Pourquoi j'insiste autant? C'est qu'il est très facile de créer une auto-entreprise. Vous la créez en 15 minutes en ligne. Si vous avez un peu l'habitude des procédures Internet, vous la créez en 15 minutes. Sauf qu'une fois que vous l'avez créée, c'est des informations qui remontent à la sécurité sociale. Dès que c'est la sécurité sociale a cette information, elle fait un contrôle et elle vous arrête les indemnités journalières. Et si votre auto-entreprise, elle ne vous rapporte pas suffisamment, vous vous retrouvez dans une difficulté quand même importante. Alors là, je suis très contente parce que vous l'avez évoqué, la possibilité effectivement de cumuler une pension d'invalidité avec une rémunération professionnelle, puisque là on sort des indemnités journalières, on est dans un temps, et vous l'avez bien décrit, on a droit pendant 3 ans de date à date aux indemnités journalières de la sécurité sociale, et à la sortie de ces 3 ans, malheureusement, si on ne peut pas reprendre le travail à temps plein, ou si on ne peut tout simplement pas reprendre le travail du tout, la seule solution qui peut être proposée pour avoir une continuité de droit, et en tout cas un maintien d'un certain niveau de rémunération, je dirais, mais de remplacement de rémunération, de compensation de rémunération, c'est cette fameuse pension d'invalidité. Vous avez directement évoqué la pension d'invalidité catégorie 2 pour vous, qui est effectivement une pension d'invalidité qui, pour la sécurité sociale, correspond
à quelqu'un dans les textes, et il faudrait qu'on arrive à faire bouger la législation, parce que pour l'instant, dans les textes, il est toujours indiqué que la pension d'invalidité catégorie 2, c'est pour une personne totalement incapable de travailler, alors que dans la réalité de la réalité, en fait, la personne peut très bien avoir une petite activité professionnelle. Alors je suis étonnée, vous parlez de 60%. Aujourd'hui, la sécurité sociale, quand elle place en invalidité catégorie 2, elle précise que c'est 30% du temps de travail, voilà, en règle générale. Et effectivement, la pension d'invalidité catégorie 2, on peut donc cumuler une rémunération professionnelle avec la pension d'invalidité, qu'elle soit donc catégorie 1 ou catégorie 2. La catégorie 1 étant, on considère que là, vous avez encore une capacité de travail suffisante pour considérer que vous allez pouvoir travailler à 50, on considère entre 50 et 70% du temps de travail, en règle générale. Voilà. Donc, avant, il y avait vraiment cette croyance, et on a encore des départements où la croyance est bien ancrée, que dès que vous étiez placé en invalidité catégorie 2, il n'y avait plus du tout de possibilité de travail. En fait, tout va dépendre de l'état de santé de la personne. Si l'état de santé de la personne lui permet d'avoir cette activité professionnelle, bien sûr, elle va pouvoir la poursuivre et il y aura cette possibilité de cumul. Je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus, mais ceux qui auront des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter par la suite. Aujourd'hui, il y a eu l'introduction d'un nouveau décret l'année dernière, en février, qui est d'application à partir du 1er avril 2022 et qui modifie les règles de calcul des pensions d'invalidité, qui est plus favorable pour les personnes qui ont une rémunération qui est en dessous du plafond de la sécurité sociale, puisque avant, quand vous aviez une pension d'invalidité, on vous calculait. Alors, c'est vrai que la CPAM ne vous a pas répondu sur le calcul, mais c'est normal. Vous nous auriez appelé, nous on vous aurait expliqué le mode de calcul et on vous aurait aussi expliqué que la sécurité sociale, en fait, elle ne fait pas de prévisionnel. Tout comme les prévoyances à qui les patients, parce que les patients, ils ont envie de savoir, mais voilà, si je prends cette décision, qu'est-ce qui m'arrive ? Si je prends et d'avoir un peu le scénario, si je décide de prendre la pension d'invalidité catégorie 2, comment est-ce que qu'est-ce que je vais recevoir ? Est-ce que j'ai besoin de travailler ou pas ? Parce que j'ai une prévoyance, comment la prévoyance va intervenir ? Tout ça, en fait, personne ne veut faire les calculs. Ils ne font les calculs qu'au moment où vous avez déposé votre demande et vous ne recevez finalement le calcul final qu'au moment de la notification de vos droits, que ce soit pour la CPAM ou que ce soit d'ailleurs pour les assurances prévoyance. Donc effectivement, il y a cette petite difficulté-là à gérer. Enfin, moi je dis petite, mais j'ai bien compris à vous entendre que c'était une difficulté importante, puisque effectivement, pension d'invalidité catégorie 1, en fait on va prendre 30%, on va annualiser les 10 dernières meilleures années de votre travail et on va vous en donner 30% qu'on va donc diviser sur 12 mois. Donc en gros, vous avez gagné sur les 10 dernières meilleures années, on fait la moyenne, on dit vous avez gagné 20 000 € de moyenne, eh bien ça va vous faire à peu près 500 € par mois de pension d'invalidité catégorie 1. Par contre, si vous êtes en catégorie 2, là on va vous donner 50% de ce montant. Donc on arrivera plus ou moins à 800 € de pension d'invalidité. Alors maintenant, il y a une autre option possible qui est de dire finalement, ces 10 dernières meilleures années, c'était plutôt fluctuant et la meilleure année pour moi, c'était la dernière année travaillée. Aujourd'hui, grâce à ce nouveau décret, vous pouvez demander que vos droits soient calculés sur la dernière année travaillée. Après, parce que c'est toujours, vous savez que la France, ça n'est jamais très simple. Donc après, on vous impacte un plafond de ressources. Ce plafond de ressources, il est calculé sur la dernière année travaillée. Et maintenant, la subtilité, c'est que ce plafond de ressources, il y a un autre plafond de ressources qui est juxtaposé, qui est celui du plafond de la sécurité sociale. Pour information, cette année, c'est 3 666 € par mois. Donc avant, quand vous dépassiez votre plafond de ressources, de 100 €, parce que vous aviez gagné 100 € de plus que ce que vous perceviez avant d'être malade et d'être en arrêt de travail et en invalidité, on vous retirait 100 € sur votre pension d'invalidité. Aujourd'hui, on va vous retirer 50 € sur votre pension d'invalidité. Mais avec un point d'attention, c'est que lorsque vous avez des patients qui gagnent très bien leur vie, on leur impacte un deuxième plafond qui est dorénavant le plafond de la sécurité sociale. Et dès qu'elle dépasse le plafond de la sécurité sociale, tout ce qui vient au-dessus est enlevé de la pension d'invalidité. Ce qui n'existait pas avant et qui finalement
Il y a une action devant le Conseil d'État qui est en cours par rapport à ça. Et il y a également une demande au ministère qui est en cours pour faire un décret rectificatif. Puisque comme vous l'avez compris, pour les personnes qui gagnent moins du plafond de la sécurité sociale, c'est avantageux. Mais pour les personnes qui gagnent le plafond de la sécurité sociale ou plus, eh bien, c'est quelque chose qui conduit à des pertes de prévoyance, qui conduit au fait que les assurances n'interviennent plus sur les remboursements des prêts des maisons, etc. Et c'est un véritable impact. Donc je fais un peu voilà, je suis désolée, je fais un peu un point, mais c'est une actualité forte actuellement avec énormément d'appels sur ce sujet. Ce qu'il faut savoir aussi en base, c'est qu'on pense toujours à arrêt de travail, ça veut dire protection contre le licenciement. Alors oui, l'arrêt de travail protège contre le licenciement. Enfin, on ne peut pas licencier quelqu'un pour raison de santé. Donc effectivement, si un employeur licencie quelqu'un en disant « je vous licencie parce que vous avez un cancer » ou « je vous licencie parce que vous êtes en arrêt de travail », c'est un licenciement discriminatoire qui sera effectivement retoqué au prud'homme comme étant sans cause nulle et sans cause sérieuse. Par contre, et qui entraînera d'ailleurs des dommages et intérêts et tout ce qui peut s'en suivre. Par contre, il y a toute une série de licenciements qui restent possibles pendant l'arrêt de travail, sauf à ce qu'il y ait des conventions collectives qui soient plus protectrices. Donc les licenciements qui sont possibles, c'est le licenciement pour cause économique, c'est le licenciement pour restructuration de l'entreprise, c'est le licenciement pour désorganisation de l'entreprise. Ça ne peut pas être la désorganisation du service, mais la désorganisation de l'entreprise. Donc le fait que l'entreprise n'arrive pas à s'adapter à, par exemple, quelqu'un qui est absent, qui revient, qui est de nouveau absent, qui revient, ou une absence longue, mais on ne trouve pas quelqu'un pour le remplacer parce que personne n'accepte de CDD, ça peut permettre un licenciement. Et ce qui est également autorisé, c'est le licenciement pour rupture conventionnelle pendant l'arrêt de travail. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête parce que très souvent, les patients, ils pensent qu'ils sont complètement protégés par l'arrêt de travail au niveau du maintien du poste de travail. Donc, autre point également très important, parce que souvent il est méconnu également, c'est que quelqu'un qui est demandeur d'emploi, eh bien quelqu'un demandeur d'emploi, il a souvent en tête qu'il n'a plus droit aux indemnités journalières. Alors que c'est faux. Vous êtes demandeur d'emploi indemnisé pendant toute la durée du temps où vous êtes demandeur d'emploi indemnisé, vous avez droit aux indemnités journalières de la sécurité sociale. Et contrairement à la croyance des demandeurs d'emploi, ça n'est pas calculé sur l'allocation de retour à l'emploi, mais c'est calculé sur les 12 mois qui précèdent l'entrée au chômage ou les 6 mois qui précèdent l'entrée à Pôle emploi. Et outre cela, ce qui est encore moins connu, c'est que dans les 12 mois qui suivent la fin de l'indemnisation à Pôle emploi, on vous maintient les droits aux indemnités journalières, on vous maintient les droits à demander une pension d'invalidité. Et donc c'est extrêmement précieux parce que c'est la seule situation où effectivement on prolonge les droits au niveau de la sécurité sociale que ce soit pour les indemnités journalières ou pour la pension d'invalidité, et c'est très peu connu. Alors après, pour les personnes que j'ai évoquées, qui malheureusement, du fait d'une entrée dans la précarité en lien avec l'arrêt de travail, il faut penser aussi si effectivement on a quand même un temps de traitement qu'on peut et de récupération qu'on peut estimer à minimum un an, on peut demander une allocation adulte handicapé qui peut être versée et qui va venir compléter les indemnités journalières ou la pension d'invalidité à hauteur de l'AAH, et c'est ce qu'on appelle l'allocation adulte handicapé différentielle. Pour savoir, là, elle va bientôt être réindexée, mais actuellement c'est 956 €. Donc à partir du moment où vraiment il y a quelqu'un qui touche moins de 956 €, eh bien ça veut dire que possiblement par un dossier MDPH et une demande d'allocation adulte handicapé, on va pouvoir augmenter ses revenus. Le bémol, et ça j'en suis vraiment malheureusement on n'a pas de solution, c'est que les délais de traitement auprès des MDPH sont très longs. Donc effectivement la personne, pendant ces délais de traitement, elle reste en difficulté. Le point positif, c'est qu'il y a une rétroactivité au premier jour du mois qui suit la demande et qu'à partir du moment où elle va recevoir les montants, ces montants vont être rétroactifs. Donc il y aura, moi j'ai vu
quelqu'un qui a comme ça reçu en un coup 12 000 € de la MDPH, mais parce que la MDPH avait mis plus d'1 an à traiter son dossier. Donc voilà, alors il faut tenir dans l'entretemps, je sais que c'est pas facile, mais c'est des dispositifs qui existent pour quand même limiter la précarité des personnes. Donc alors là je vais tout descendre une fois, désolée, voilà. Donc après, sur la question même de l'arrêt de travail, donc il faut savoir qu'aujourd'hui il y a la possibilité effectivement de faire un arrêt de travail d'1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, selon les habitudes du médecin qui prescrit l'arrêt de travail, qu'il est également possible dans le cadre du premier arrêt de travail, si on a quelqu'un qui se dit, moi, par exemple, c'est un peu ce que vous décriviez, vous n'aviez pas du tout envie du jour au lendemain d'être arrêté. Et eh bien, aujourd'hui, on peut répondre à cette demande puisqu'on peut d'emblée prescrire un temps partiel thérapeutique. C'est-à-dire, on pourrait très bien dire, ok, vous ne voulez pas vous arrêter, mais vous avez quand même des examens à faire, etc. On vous prescrit un temps partiel thérapeutique qui peut être d'1 mois, par exemple, et après, au regard des traitements, on vous prescrit un temps plein. Voilà, le temps partiel thérapeutique est devenu quelque chose d'assez souple en termes de prescription. On n'est plus sur l'obligation d'avoir une prescription d'un arrêt de travail à temps plein, indemnisé, pour pouvoir aller vers le temps partiel thérapeutique. Le bémol du temps partiel thérapeutique pour les personnes qui ont des traitements à long terme, c'est qu'on ne peut l'avoir que pour un maximum d'1 an. Et parfois, il y a une réflexion à avoir. Est-ce que je prends effectivement un temps partiel? Il y a des personnes qui le font, qui ont un temps partiel thérapeutique très tôt dans la maladie. Et puis, très tôt, ils sont confrontés au fait qu'ils arrivent à la fin de leur droit au temps partiel thérapeutique, qui en général n'est autorisé que pendant 1 an par les caisses. Donc, à partir de là, la caisse les convoque et les bascule prématurément sur l'invalidité. Donc, c'est vrai que c'est à réfléchir. Je n'ai pas une réponse. Là aussi, c'est en fonction de la singularité des cas qu'effectivement, on peut se dire, là, oui, vous avez besoin de 15 jours pour mettre vos dossiers en ordre, pour que ça se passe bien avec l'employeur, pour que vous soyez bien avec tout ça. Et ok, je vous mets 15 jours en temps partiel thérapeutique et après, on bascule sur un arrêt parce que vous allez avoir 6 mois de traitement extrêmement lourd. Et il faut voir si c'est vraiment possible de continuer en temps partiel thérapeutique. Mais il faut vraiment avoir ça en tête, c'est que malheureusement, ce temps partiel thérapeutique, il est limité par la sécurité sociale à 1 an. Ce n'est pas prévu dans les textes, c'est une pratique de la sécurité sociale, mais qui n'est pas inscrite dans les textes. Donc, comme vous l'a dit Thierry là tout à l'heure, effectivement, ce qui est facilitateur au niveau du maintien du travail, de la reprise du travail, c'est une fois que vous avez eu cet arrêt de travail qui effectivement dans certaines situations, et Madame l'a bien dit en disant ça a quand même duré 2 ans et demi d'arrêt de travail, pour certaines ça va être 9 mois, pour d'autres c'est 15 mois, pour d'autres c'est 18 mois. C'est vrai que c'est vraiment dépendant de chacune des personnes, de son état de santé, de comment elle réagit au traitement, de votre appréciation à vous médecin, comment effectivement on peut considérer une reprise du travail et qu'elle soit bénéfique, puisqu'on va pas, il y a quand même une priorité, ce qui est quand même la santé. Donc effectivement, par rapport à tout ça, aujourd'hui, on a des dispositifs qui ont été mis en place pour faciliter le lien avec l'entreprise. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Thierry, dès qu'on va créer du lien avec l'entreprise, a priori, on facilite cette reprise. D'une part parce que on a pu se tenir informé des évolutions, on peut anticiper, parce que l'idée c'est pas nécessairement d'avoir du lien tout au long de la pathologie, c'est juste de pouvoir avoir des temps de rencontre où, lors de ces temps de rencontre, on va éclaircir qu'est-ce qui s'est passé dans l'entreprise, où en est l'entreprise, comment évoluent les postes, les logiciels, les machines, les clients, que sais-je. Et donc, depuis le mois de mars 2022, on a la possibilité dorénavant d'organiser un rendez-vous de liaison avec l'entreprise. Ce rendez-vous de liaison peut être organisé à la demande de l'entreprise, mais honnêtement, les entreprises sont souvent un peu frileuses parce qu'ils ne veulent pas non plus bousculer les personnes et après se faire un peu, avoir la crainte un peu d'être considérés comme des harceleurs, mais il peut aussi se faire à l'initiative du salarié lui-même. Donc c'est le salarié qui va effectivement demander ce rendez-vous de liaison à son entreprise, qui va l'organiser, qui va d'ailleurs inviter le service de santé au travail à venir éventuellement les rejoindre lors de ce rendez-vous. Et l'idée, c'est de pouvoir anticiper la reprise du travail.
et justement d'aborder les modifications qui ont eu lieu, les besoins de la personne en termes de charge de travail, d'aménagement de charge de travail, d'aménagement du poste de travail, de peut-être avoir une prescription d'un fauteuil ergonomique. C'est peut-être aussi à ce moment-là l'occasion de voir avec le médecin du travail qui peut être présent ou un représentant du service de santé au travail l'utilité d'une demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé qui va permettre effectivement à l'employeur de bénéficier de financement par rapport aux aménagements de poste. Alors que s'il n'y a pas de RQTH, on n'aura pas la possibilité d'obtenir des financements AGFIP. Donc, outre cela, on a mis en place également la possibilité de visite de pré-reprise. Alors il faut savoir, c'est pas une seule visite de pré-reprise. On peut en avoir autant que de besoin. Alors bien sûr, on ne va pas vous dire d'aller voir le médecin du travail tous les mois, ça n'aurait pas de sens non plus. Mais aujourd'hui, on voit bien que moi j'ai eu l'occasion là de travailler un petit peu avec un médecin du travail qui m'expliquait que idéalement, c'est bien de voir la personne, par exemple, à la fin des chimiothérapies pour avoir un premier temps de rencontre, en tout cas au bout de 7, 8, 9 mois d'arrêt de travail, pour avoir un premier temps de rencontre, quitte à revoir un autre rendez-vous 3 mois après, mais parce que ça permet justement de faire les demandes de RQTH à la MDPH, pour lequel le médecin du travail peut également être un appui et aider. Ils ont des formulaires spécifiques qu'ils peuvent remplir. Et donc, ça permet là d'anticiper, d'évoquer effectivement là aussi, mais du côté plutôt médical, puisque le rendez-vous de liaison, ce n'est pas un rendez-vous médical, alors que la visite de pré-reprise, c'est un rendez-vous médical qui permet d'avoir ces échanges. Ça permet aussi éventuellement d'identifier des choses, de voir le médecin du travail, il n'a pas l'air tout à fait de comprendre. Et donc, ça peut vous permettre de demander à votre médecin de rédiger un courrier pour le médecin du travail afin qu'il comprenne mieux les adaptations de poste nécessaires. Donc ça, c'est des choses qui... Alors avant, on avait droit à cette visite de pré-reprise après 3 mois d'arrêt de travail. Aujourd'hui, on y a droit dès qu'on est en arrêt depuis 30 jours. Donc vous voyez, on appuie vraiment sur l'anticipation. Vous avez également, dans les 2 nouveautés de 2022, vous avez la possibilité de faire un essai encadré. Alors l'essai encadré, c'est repartir dans votre entreprise ou dans une autre entreprise d'ailleurs, mais en général c'est dans son entreprise, sur un essai pour voir comment ça se passe, parce que vous vous dites je ne suis pas certaine de pouvoir reprendre le poste parce que ça nécessite, d'un point de vue physique, je ne suis pas sûre de pouvoir y aller. Donc l'essai encadré, c'est quelque chose de très court qui peut par exemple avoir lieu avant de demander un temps partiel thérapeutique. Il est justifié si la personne craint de repartir sur son poste, craint de repartir en temps partiel thérapeutique, elle a des doutes même sur le temps partiel thérapeutique, là ça peut être judicieux de faire cet essai encadré qui est vraiment de courte durée, c'est 8 jours à peu près. Donc l'autre nouveauté, c'est la possibilité de contrat de rééducation professionnelle en entreprise qui nécessite, là aussi c'est permettre ou de se réaccoutumer à sa profession, c'est pour les arrêts de longue durée comme les vôtres par exemple, on aurait pu vous proposer ça, mais ça n'existait pas à l'époque. Mais c'est nouveau, donc ça ne pouvait pas vous être proposé, voire d'exercer un nouveau métier. Et là, c'est un accord tripartite avec la caisse d'assurance maladie, l'employeur et le salarié. Donc, ce qu'il faut savoir dans les nouveautés, c'est qu'effectivement, avant, dès qu'il y avait 30 jours d'arrêt de travail, il y avait une visite de reprise obligatoire. Aujourd'hui, c'est 60 jours d'arrêt de travail avant la visite médicale de reprise. Et il n'y en a pas si la reprise est aux conditions normales. Par contre, dès qu'il y a un temps partiel thérapeutique de prescrit, dès que c'est un retour par rapport à une pension d'invalidité, là c'est obligatoire, il y aura cette visite médicale de reprise. Et ce qu'il faut savoir, c'est à partir du moment où la personne elle a été absente plus de 6 mois, l'employeur a l'obligation de lui proposer et d'organiser un entretien de reprise obligatoire. Donc lui qui va avoir lieu, on a parlé de l'amont, et bien là, ça va être l'aval, c'est de vérifier après la reprise que les choses se passent bien. Est-ce qu'il y a des choses à adapter? Est-ce qu'il y a une évolution de carrière? Est-ce qu'il y a une volonté de changement de poste? Et des choses comme ça. Donc l'inaptitude, c'est ce qui survient lorsque la personne passe cette visite de reprise, puisqu'on ne peut pas déclarer d'inaptitude lors de la visite de pré-reprise, on ne peut le faire que dans le cadre de la visite de reprise. Et l'inaptitude, c'est la décision du médecin du travail qui dit ce poste finalement vous n'êtes plus apte à ce poste-là, et qui va à ce moment-là lancer la procédure de reclassement.
où on va proposer de nouveaux postes de travail aux salariés qui pourra soit les accepter, soit les refuser, mais s'il les refuse, il n'a aucune perte de droit, mais malheureusement, ça se terminera par un licenciement pour inaptitude.